Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le sud où s'est clôturé le tournoi du corridor Sud-Sud à Mouloud. Et enfin, dans l'actualité internationale, Joseph Borrell souhaite des sanctions de l'Union européenne contre des ministres israéliens. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une dans l'actualité, le Forum international de haut niveau sur l'adoption de la stratégie arabe de la jeunesse, la paix et la sécurité à Amman en Jordanie, où s'est tenu le 28 août 2024. Les ministres en charge de la jeunesse de toute la région arabe se sont réunis pour l'adoption d'une stratégie ambitieuse, donnant aux jeunes un rôle de premier plan dans les politiques publiques de préservation et de valorisation de la paix et de la sécurité. Sous le patronage du prince Hussein bin Abdullah, le Forum international a rassemblé les jeunes représentants des pays arabes, les ministres, les experts, les responsables des institutions et représentants de la société civile. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, accompagnée de 4 jeunes représentants, ainsi pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de ce grand forum qui a duré 2 jours, du 28 au 29 août. Pendant ces 2 jours, le forum a offert un espace de discussion et de concertation de cette vision arabe, prévoyant d'adopter un plan d'action suite aux recommandations récoltées auprès des jeunes et décideurs. Des tables rondes explorant des résolutions quant aux défis urgents à relever et sur comment favoriser le dialogue international et intergénérationnel. Les ministres et les jeunes ont discuté également du renforcement de la bonne gouvernance des institutions et de la prise en compte des besoins de chaque pays en termes de préservation de la paix et du vivre ensemble harmonieux. Ils souligneront comment responsabiliser la jeunesse afin de construire des sociétés plus inclusives et pacifiques en promouvant un dialogue participatif et des partenariats solides. La stratégie a aussi visé à donner aux jeunes arabes une voix plus forte sur la scène mondiale, soulignant que la question de la Palestine était au cœur de tous les ateliers des discussions. Eh bien, lors de son discours, la ministre, Dr Hibo Moumin Assowe, a notamment passé en revue les réalisations de la République de Djibouti grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la paix un héritage précieux, transmis d'une génération à une autre et de la jeunesse, le fer de lance du développement durable. Elle a notamment cité le succès du processus de réconciliation de la Somalie grâce au président Guelleh, en amorçant la prochaine inauguration du mémorial de la paix à Arta et son engagement en tant que président de l'IGAD en faveur du règlement des conflits intérieurs au Soudan. Retour à Djibouti où je vous dis dans le titre le tournoi qui a débuté en fanfare avec les épreuves d'athlétisme qui ont vu s'affronter les meilleurs coureurs de la région dans une course allaitante où la vitesse et l'endurance ont été mises à l'épreuve. C'est finalement le représentant de Mouloud qui s'est distingué, franchissant la ligne d'arrivée en tête et offrant à sa localité la première médaille du tournoi. Rappelons que l'attention s'est ensuite tournée vers la finale tant attendue du tournoi de football où l'équipe de Mouloud avait affronté Gorkambous, le tenant du titre, devant un public enflammé et un parterre d'invités de marque. Mouloud a réalisé une performance spectaculaire, s'imposant sur le score de 3-1. Ce succès a non seulement confirmé la suprématie de Mouloud dans cette édition du tournoi, mais a également ravi les spectateurs locaux qui n'ont cessé de manifester leur soutien tout au long du match. L'événement a également été marqué par la présence de hautes personnalités, dont le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région d'Ikil, Hassan Abdouroble, ainsi que le président du comité pour le développement de Mouloud, M. Mahmoud Dabar, et le directeur de région du secrétariat d'État chargé des sports et plusieurs hauts responsables locaux ont également honoré de leur présence à cette compétition qui est au-delà du sport, si vous voulez, un symbole de cohésion et de fraternité entre les différentes localités du corridor sud. يهو سلاما داودا تغري تالا واتكونا إداين وانا ديني كرينو واندو لياي يهو سلاما عرتا تغري حيو على سبيل داخل جيبوتي دقيرة إنكي دقيرة يا راح وضع يارنو علي لجيبوتي
Let's go Djibouti, come on. Ninka deqda ku jooga ducadeeda yaqaane aanu tanka didaya ku jira daabinkeedu ninka deqda ku jooga ducadeeda yaqaane aanu tanka didaya ku jira daabinkeedu wayda wada carta taalla wadka oonan idaayin waana daynin karayno waan duulayaaye dee waan ku faraxsanahay ragna mas-uul ma qaadi kari waayo. Dans son discours, le ministre Hassan Mohamed Kamil a félicité les organisateurs pour le succès de ce tournoi et salué l'initiative qui a su rassembler toutes les localités sous le signe de l'amitié et du fair play. Il a également exprimé son souhait de voir cet événement perdurer et devenir une tradition annuelle afin de développer les sports dans la région. Écoutons-le. Pour clôturer le corridor sud qui est à sa deuxième édition. Alors le corridor c'est quoi? C'est là où les camions éthiopiens passent, ça veut dire à partir de Ouéa jusqu'à Galafi. Toutes les localités qui se trouvent sur cette route ont été conviées aujourd'hui, depuis maintenant le mardi dernier, sur Mouloud. Ils sont sur Mouloud et ils sont installés, nourris et hébergés. Alors ce tournoi a regroupé pas mal de 5 à 6 localités. Et nous sommes aujourd'hui à la finale. Nous avons l'équipe de Gorabous et l'équipe de Mouloud qui sont en finale. Donc d'emblée et par la même occasion, je remercie le comité de développement de Mouloud qui ont acquis la responsabilité incombée. Et aujourd'hui, il y a toute la population qui est sortie. Donc bravo, un grand bravo à cette association, à ce comité. Et en même temps, il y a une association qui en découle. C'est un plaisir hein, de voir aussi les localités s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons le football, mais il y a quelques minutes, il y a eu la course et il y a eu la pétanque. Je pense que dans la soirée aussi, il y aura une soirée musicale pour la population et surtout pour ces localités qui sont venues de loin pour essayer d'être en communion avec ses frères et sœurs. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui Mouloud a fait. Et que la région d'Arta aussi va prendre le témoin pour que l'année prochaine, ils puissent organiser la 3e édition. Place à la soirée où après plusieurs jours de compétition intense marqués par des performances sportives de haut niveau, le tournoi du Corridor Sud s'est terminé sur une note festive avec une soirée musicale organisée en l'honneur des officiels et des participants. La soirée organisée en plein air a débuté immédiatement après la remise des récompenses aux athlètes et équipes victorieuses devant une foule nombreuse et enthousiaste. Les officiels présents, parmi lesquels le président du comité pour le développement de Mouloud, M. Mahmoud Dabar, le directeur des régions du secrétariat sport, M. Omar Hassan, le sous-préfet de la localité, Moussa Ahmed, ont pris la parole pour exprimer leur gratitude envers la population de Mouloud. Dans leurs discours respectifs, ils ont unanimement salué l'accueil chaleureux et l'engagement sans faille des habitants dans l'organisation de ce tournoi, qui a été un véritable succès, tant sur le plan sportif que sur le plan social. La soirée s'est ensuite poursuivie avec une série de prestations musicales qui ont littéralement enflammé la scène. Plusieurs jeunes chanteurs et danseurs de la localité de Mouloud ont offert des performances vibrantes qui ont fait vibrer le public. Comité du développement du Mouloud, pour nous aujourd'hui, le secrétariat d'État chargé au sport, c'est une première. Nous avons pu assister à ce corridor sud de la 2e édition ici à Mouloud. Nous avons pu remarquer qu'aujourd'hui, Mouloud est capable d'organiser des événements encore plus grandioses. Mouloud aujourd'hui dispose d'un super comité. Moi, je vais appeler un super comité. La population de Mouloud, vieux, jeunes, la maman de Mouloud, la jeunesse, nous ont montré aujourd'hui qu'ils sont capables
de participer au développement de Mouloud. Au nom du secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, je tiens à remercier encore le comité de Mouloud. Nous sommes ce soir ici afin de clôturer la deuxième édition du Corridor Sud. Et Inch'Allah, nous avons le rendez-vous l'année prochaine dans la localité de Omar Jaga pour la troisième édition. Sur ce, je tiens à clôturer cette deuxième édition de Corridor Sud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On reste toujours dans le sud du pays, plus précisément dans la région de l'Unité, où la préfecture de Dikil a organisé une réunion de travail avec les chefs coutumiers de la région. Cette réunion, qui s'est tenue sous l'égide du préfet de la région, M. Hassan Abdiroble, a vu la participation du vice-président du conseil régional, M. Ibrahim Gourro, des adjoints du préfet et l'ensemble des chefs coutumiers de la région, dont le chef des quartiers, le chef des villages et locaux. Étaient à l'ordre du jour de cette réunion 3 points saillants, dont la sécurité, la rénovation de la voirie urbaine et la salubrité publique. Sur ce, le préfet de la région de Dikil a exhorté les chefs coutumiers à ne ménager aucun effort pour veiller scrupuleusement à la stabilité et à la cohésion sociale. Ensuite, le préfet de la région d'Ikil, M. Hassan Abdiroble, a souligné que les travaux de rénovation de la voie urbaine ont débuté, qu'à cet effet, les responsables administratifs et coutumiers se doivent de garantir le bon déroulement des travaux. En dernier lieu, le préfet a insisté sur la question de salubrité publique dans la lutte contre des ordures ménagères, des eaux usées sur les voies publiques et surtout sur les artères principales en cours de réhabilitation. Sur ce, les chefs coutumiers ont exprimé leur gratitude et satisfaction à l'endroit du gouvernement et du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, qui a-t-il dit ont honoré les engagements de remettre en état les voies routières du chef-lieu de Dikil. Au terme de cette réunion, les chefs coutumiers ont assuré aux autorités de la région leur implication profonde quant au maintien de la sécurité et la salubrité publique, surtout la lutte contre les déversements des eaux usées. Et c'est dans une ambiance festive que le tournoi estival organisé par l'association des jeunes initiatives et progrès de Demirjouk en collaboration avec le CDC de Demirjouk a pris fin en grande pompe. La finale, tant attendue, a opposé les équipes de Douda et de Demirjouk en présence des autorités régionales, notamment le sous-préfet de Demirjouk, M. Abdi Hassan, ainsi que des élus régionaux. Ce tournoi, qui a rassemblé plus de 24 clubs issus des différentes localités de la sous-préfecture de Demirjouk, a été un véritable succès. Lors d'un match très disputé, l'équipe de Demirjouk a triomphé sur un score serré de 2-0. Sous les acclamations enthousiastes des centaines de supporters venus des 4 coins de la sous-préfecture. Cette finale, empreinte d'une intense compétition et d'un esprit de fraternité exemplaire, a marqué un moment fort pour les jeunes de la sous-préfecture de Demirjouk, renforçant les liens communautaires et célébrant la passion du sport, des loisirs, dans toute la sous-préfecture de Demirjouk. Dans notre magazine de ce soir, nous vous emmenons au passé, où la colonisation, qui était synonyme d'exploitation aussi bien des autochtones, mais aussi de l'espace et des ressources, comment cette explication économique a eu lieu? Élément de réponse dans ce reportage. Les colonies sont conquises pour être exploitées. Elles permettent ainsi l'hégémonie de la puissance conquérante, une grandeur qui ne s'obtient guère sans pillage des ressources des peuples autochtones dépossédés de leurs terres par des traités fallacieux et caducs. Une politique militariste sans état d'âme et des missions d'évangélisation et d'acculturation. Cependant, pour faciliter son ancrage durable, l'idéologie coloniale va se baser sur la hiérarchisation des races, tout en attisant l'antagonisme entre les différentes communautés voisines. Notre territoire et ses habitants ne feront pas exception. Afin d'exploiter au mieux le nouvel Eldorado qui constitue Djibouti-Ville, l'administration coloniale exploite les populations autochtones, tout en favorisant les populations allogènes. Les Grecs, les Arméniens, les Juifs sont ainsi favorisés et vivent dans un espace mieux aménagé et loti. Ils résident sur les plateaux du Serpent et de Djibouti, tandis que les autochtones issus des régions vivent misérablement sur les basses terres situées dans le sud de la mosquée Hamoudi.
Bandar Jadid et Dar es Salaam sont des quartiers populaires qui offrent ce type de main-d'œuvre bon marché. Une ségrégation spatiale s'établit, écartant ainsi les plus démunis de la sphère urbaine d'influence, les centres d'affaires situés entre les trois plateaux et entre la place Lagarde et la place Ménélique. L'exploitation économique de la nouvelle ville commence avec l'épopée de l'aventure ferroviaire. Un train de 887 km relie Djibouti à Addis Abeba. Des travaux que débutent les ingénieurs Léon Chenet et Alfred II dès 1897. Les conditions de travail sont harassantes et les salaires sont comme des oboles. Ce sont les nomades qui en pâtissent en premier avec des taudis dans lesquels ils vivent misérablement. L'époque des trocs s'éloigne. Les sociétés nomades entrent à leurs dépens dans l'ère de la monnaie. C'est dans cette période de flottement monétaire que les sociétés traditionnelles seront outrageusement exploitées et leurs efforts colossaux sous-évalués. Les échanges dépendent de plus en plus des activités portuaires, accentuant la pauvreté des sociétés pastorales. Des années de travaux dans les tronçons ferroviaires et portuaires vont impacter dangereusement les conditions socio-économiques des populations nomades. En perdant les monopoles des caravansérails, remplacés par des trains ainsi que leurs vieux ports traditionnels des Elah ou des Tadjoura, qui entretenaient ces commerces millénaires entre la péninsule arabique et la Corne d'Afrique. C'est désormais le port de Djibouti qui prédomine sur les côtes africaines. L'accès des dromadaires au sein de ces infrastructures portières, comme bêtes des transports, est interdit. Pour les éleveurs et les caravaniers, c'est la reconversion vers des nouveaux métiers qui empêchent de vivre décemment dans la dignité. Ils deviennent coulis, ouvriers, dockers, boys, plantants ou gardiens. Ils abandonnent l'arrière-pays où ils vivaient dignement de leur cheptel. Les plus aguerris des nomades n'ont plus rien à faire en brousse et dans leurs villages respectifs. Ils migrent dans leur capitale à la recherche d'emploi. Certains sont incorporés dans la milice indigène ou garde territoriale pour la sécurité de la ville, ancêtre de la police nationale, et les groupements nomades armés, ancêtres de la gendarmerie pour la sécurité des régions de l'intérieur. Les deux corps sont formés par le gouverneur Chapon Paisak au pouvoir entre 1924 et 1934. Au cours de la première moitié du XXe siècle, il n'existe pratiquement aucun système de couverture sociale et encore moins des systèmes de retraite pour les autochtones. Par ailleurs, durant les blocus de Djibouti appelés Karmiri, imposés par les Anglais sur la mer Rouge, l'administration coloniale opère régulièrement des rapts et raquette des bétails dans l'arrière-pays contre les populations nomades. Des viols sont parfois observés par des milices étrangères, certains étant des tirailleurs africains venus d'ailleurs. C'est dans les Goda qu'aura lieu la grande révolte des Kaboba qui fut réprimée dans le sang. Plus que les salaires des misères proposés aux Djiboutiens durement exploités dans les puits torrides des salines ou puisant roches madréporiques solides et charbon dans les trains au cours des années 50 et 60, puis expulsés à cause de leur mouvement de grève dénonçant les conditions déplorables de travail ingrat, l'industrialisation de la ville de Djibouti par les sociétés telles que la compagnie ferroviaire franco-éthiopienne, les messageries maritimes ou encore la société industrielle de Djibouti crée des conditions sanitaires inouïes. Parmi ces sociétés, la société Saline est la plus meurtrière. 5 médecins dénonçant les décès précoces des sauniers et des enfants sont expulsés du territoire à cause de leurs rapports tirant la sonnette d'alarme sur les conditions d'hygiène. Ce qui explique en partie la révolte de 1949 par les sauniers dénonçant l'arrestation de Hassan Hamfare Dima, alors caissier de la société industrielle de Djibouti. En 1958, éclate encore une grande grève des dockers au port de Djibouti. Les salaires indécents et les conditions de travail dans les activités de soudage ainsi que d'autres activités plus pénibles poussent à une seconde grève en 1906 que l'administration coloniale n'hésite pas à remplacer tous les dockers en activité par d'autres dockers d'une autre communauté. En maintenant les populations divisées, le système colonial maintient la misère dans les colonies et appauvrit davantage les autochtones dont les conditions de vie ne s'améliorent pas. La ville cosmopolite de Djibouti devient ségrégationniste dans la mesure où il n'y a aucune place pour les classes pauvres. Seuls quelques commerçants disposant de grandes fortunes sont encouragés à habiter dans la partie européenne de Djibouti. Les patrimoines matériels de ces familles françaises, juives, grecques, arméniennes et hindoues leur permettent d'édifier des bâtiments R1 et R2 respectant les plans damiers. Il n'existe aucune politique envisageant de créer d'habitats décents pour les populations locales. Les seuls aménagements effectués sont faits pour l'organisation d'axes routiers à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour mieux contrôler les quartiers populaires faits des taudis à l'aide des tôles ondulées, des planches, des sacs, des bois situés sur les périphéries. Les premiers logements sociaux sont édifiés dans les années 60 à la cité-stade en 1964, puis la cité Arhiba en 1968, suite à la visite du ministre des colonies Olivier Stern. Dans les bas quartiers de Bandar Jadid et de Dar es Salaam, on ne retrouve aucun système de canalisation d'eau, ni d'égout ou d'électricité au quartier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 bis. Dans les domaines monétaires et afin d'être compétitif vis-à-vis de la livre sterling anglaise qui domine la région, la puissance coloniale française adopte les francs Djibouti en 1941.
1949. L'objectif est de maintenir une monnaie forte, capable d'assurer la compétitivité commerciale du territoire. Mais dès l'instant où on évoque l'irréversibilité de l'indépendance, la puissance coloniale propose aux indépendantistes djiboutiens de rejoindre la zone du franc CFA. Une situation qui aurait appauvri notre pays considérablement. Un refus net sera observé par nos héros et nos leaders politiques conseillés par Saïd Ali Koubeche, qui a veillé à la stabilité monétaire du pays en continuant l'aventure avec les francs de Djibouti arrimés sur le dollar. Dans son ouvrage intitulé « Le cercle et la spirale » de Omar Ousmane Rabé, paru en 1983, il raconte et montre la planification de l'administration coloniale afin de réduire au maximum les inscriptions dans les écoles de la population locale ou autochtone, qui ne devraient pas dépasser 14% pour ne pas bouleverser les structures sociales. Mais cette situation sera inversée par la détermination de nos aînés qui ont arraché l'indépendance nationale. Direction le nord du pays où la région de Tadjoura est réputée dans la fabrication des articles artisanaux, conscient que l'artisanat constitue l'aspect le plus important du patrimoine culturel immatériel. Les femmes de la région, et en particulier celles de la ville blanche et autres localités comme Ardo, Bankoualé ou encore Dougoum, pour ne citer que ces quelques exemples, travaillent depuis toujours dans le secteur de l'artisanat. Un secteur qui s'est fortement développé au cours des dernières décennies grâce notamment à une forte demande des produits artisanaux. Ainsi, ici dans la ville blanche, l'association des femmes de Tadjoura, une pionnière dans ce domaine grâce à ses actions de promotion de la culture et l'encouragement des artisanes à travers, entre autres, des formations pour mieux harmoniser leur travail et augmenter leur capacité et leur savoir-faire. C'est ainsi que tous ces produits à l'étalage sont le fruit d'un savoir-faire ancestral constamment amélioré tout en préservant leur touche originale, traditionnelle. Le développement du tourisme local a été également un véritable coup de pouce pour l'artisanat dans quasiment l'ensemble de la région. C'est le cas du village touristique de Dougoum, situé à seulement quelques minutes du chef-lieu, un village qui s'est organisé à travers plusieurs activités d'écotourisme où les femmes ont développé de nouvelles compétences sur la préservation de l'environnement ou encore l'amélioration de leur santé. Toutefois, l'artisanat reste au cœur des activités non seulement des femmes de Dougoum, mais aussi les localités avoisinantes. Elles sont organisées autour d'une association, l'association des femmes abeilles de Dougoum. Ces produits confectionnés par leurs soins sont entreposés dans cette boutique où touristes ou toute personne de passage peuvent acheter ces articles. Une organisation qui permet aux femmes de vivre de leur travail. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, Joseph Borrell souhaite des sanctions de l'Union européenne contre les ministres israéliens. Élément de réponse avec Mohamed Abdelrahman. Responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a proposé des sanctions à l'encontre des ministres israéliens qui incitent à la haine et aux crimes de guerre contre les Palestiniens. Les sanctions proposées visent le ministre de la Sécurité nationale et le ministre des Finances. Ils appartiennent à l'aile ultranationaliste d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou et leurs récentes actions incendiaires ont suscité une vague d'indignation internationale. J'ai lancé la procédure afin de demander aux États membres s'ils souhaitent inclure dans notre liste de sanctions certains ministres israéliens qui ont lancé des messages de haine inacceptables contre les Palestiniens et proposé des choses qui vont clairement à l'encontre du droit international et qui constituent une incitation à commettre des crimes de guerre, a expliqué Joseph Borrell. Le ministre Ben Gvir s'est récemment rendu à la mosquée Al-Aqsa et a appelé à plusieurs reprises à prier sur le site. Le ministre Smotrich a récemment été condamné pour avoir déclaré qu'il pourrait être moral d'affamer 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a également été critiqué pour avoir encouragé des projets de colonisation illégale en Cisjordanie. L'Union européenne est confrontée à des divisions sur une position commune concernant la guerre à Gaza, une situation l'empêchant souvent de trancher ou d'adopter des décisions rapides sur le conflit. Toujours dans l'actualité internationale, le lanceur de poids Fadi Al-Dib, seul membre de la délégation olympique palestinienne originaire de Gaza, seul athlète paralympique de Palestine, a concouru aujourd'hui aux Jeux paralympiques de Paris, rendu handicap par le tir d'un sniper israélien en 2001 à Gaza. Il veut être le porte-parole des espoirs et des rêves des Palestiniens à Paris. Mohamed Abdelrahman.
Le lanceur de poids Fadi Al-Deb, seul membre de la délégation olympique palestinienne originaire de Gaza et seul athlète paralympique de Palestine, va participer ce vendredi aux Jeux paralympiques de Paris. Rendu handicapé par le tir d'un sniper israélien en 2001 à Gaza, il veut être le porte-parole des espoirs et des rêves des Palestiniens à Paris. Alors que Fadi Al-Deb, 39 ans, s'entraîne à Paris en vue des Jeux paralympiques, la guerre à Gaza n'est jamais loin des pensées. Je lève mon drapeau ici à Paris pour montrer aux gens que la Palestine n'est pas en train de mourir, s'exprime-t-il auprès de France 24. Nous sommes toujours là, nous continuons à nous battre et nous sommes toujours en vie. La guerre entre Israël et le Hamas a tué plus de 15 membres de sa famille, dont son frère. Aujourd'hui, il est le seul membre de la délégation olympique palestinienne originaire de Gaza et le seul athlète paralympique de Palestine. Alors qu'environ 400 athlètes et membres du personnel d'encadrement ont été tués depuis le début de la guerre et que d'autres, non selon le comité olympique palestinien, n'a pas pu s'entraîner ou voyager en raison des bombardements ou des restrictions israéliennes, la présence de Fadi Al-Deb est un peu plus significative. Autre actualité internationale, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a terminé sa tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Cette visite de 3 jours visant à stimuler la coopération dans le contrôle de la migration irrégulière de la région en direction des îles Canaries s'est achevée par une rencontre avec le président sénégalais à Dakar, Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre espagnol a notamment annoncé la signature d'un protocole d'accord en faveur d'une migration dite circulaire, car il nous permettra, a-t-il dit, d'élargir et d'améliorer celui qui existe déjà, incorporant formation de la renforcement des capacités de ces travailleurs sénégalais qui s'installent en Espagne, a-t-il déclaré. Le Premier ministre espagnol a abordé la question de la sécurité lors de sa conférence conjointe avec le président sénégalais. Nos forces de sécurité travaillent ensemble depuis de nombreuses années et je crois qu'il s'agit là d'un exemple de collaboration et de coopération opérationnelle bilatérale pour lutter contre les mafias, les réseaux de trafic d'êtres humains et le crime organisé, a ajouté le Premier ministre espagnol sur la coopération entre les forces de sécurité espagnoles et sénégalaises. Et enfin, au Japon, le puissant typhon Shanshan, qui a touché terre sur l'île principale de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, a fait au moins 3 personnes et 80 autres blessés. Le typhon s'est accompagné des fortes pluies, des vents violents qui ont endommagé des maisons et des infrastructures dans les 7 provinces de l'île. L'agence météorologique japonaise a exhorté les habitants des zones sinistrées à rester en état d'alerte élevé face aux inondations et aux catastrophes naturelles. Les opérateurs de transport public ont pour leur part annulé les trains et les vols et certains quartiers ont été privés d'électricité, mesure que la tempête progresse sur l'île selon l'agence de presse Kyodo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.